Dans le grand entretien avec Benjamin Duhamel, nous recevons ce matin le patron de la DGSE. Il dirige les espions français. Vous pouvez lui poser des questions au 01 45 24 7000. N'hésitez pas, et sur l'application Radio France. Bonjour Nicolas Lerner. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi France Inter pour votre toute première interview à la radio depuis votre nomination à la tête de la DGSE l'an dernier. On a énormément de sujets à aborder avec vous ce matin. La menace russe, les ingérences étrangères, les relations entre la France et l'Algérie, l'Iran, votre métier, bien sûr, qui fascine. C'est quoi aujourd'hui un espion français? Mais d'abord, vous venez ce matin dans un contexte particulier puisqu'on commémore jeudi les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Comment est-ce que vous appréhendez cette journée? Est-ce qu'elle clignote en rouge sur votre calendrier en termes de vigilance? Forcément, une commémoration, comme celle que nous allons, vivre, chargée en émotions, chargée, en souvenirs, est effectivement une commémoration qui justifie la pleine vigilance des services intérieurs, des services, extérieurs. Donc nous l'abordons avec, beaucoup de vigilance. Est-ce qu'il y a des menaces particulières cette Jusqu'à semaine? présent non, mais vous l'avez vu et les autorités judiciaires ont communiqué, encore ce week-end, encore la Oui. semaine dernière sur, l'arrestation encore récente d'un certain nombre de profils qui Mmh. fomentaient des projets sur le territoire national. Donc pas de risque particulier sur les commémorations, mais un contexte général évidemment de très grande vigilance. Et on va y venir pour tenter de caractériser cette menace, mais simplement, Nicolas Lerner, pour ceux qui nous écoutent ce matin, est-ce que la possibilité, comme il y a 10 ans, d'un attentat avec plusieurs lieux, je rappelle 132 victimes, un attentat organisé de l'étranger, est-ce que cette perspective-là est encore quelque chose d'envisageable aujourd'hui pour tenter de comparer ce qu'était la menace en novembre 2015 à ce qu'elle est aujourd'hui? La probabilité d'une telle action, telle que vous l'avez indiqué, complexe, impliquant des individus projetés depuis l'étranger, Ouais. organisée par une centrale agissant à l'étranger, a aujourd'hui considérablement diminué, sous l'effet de différents facteurs. L'action évidemment militaire de la coalition à l'encontre de ces groupes terroristes en Syrie, en Irak, le meilleur contrôle aussi de nos frontières extérieures, le démantèlement des cellules, des bases arrières, des cellules arrières qui interagissaient avec la zone. Donc ce risque, il a très nettement diminué au profit, vous le savez, d'une menace terroriste qui est aujourd'hui beaucoup plus complexe, beaucoup plus atomisée. Nous allons peut-être en parler. Alors, Mais néanmoins, à l'évolution, nous en parlerons peut-être des groupes terroristes, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il Ouais. s'agisse de l'Afghanistan, qu'il s'agisse de l'Afrique, nous rend évidemment vigilants. Il est impossible, l'histoire du terrorisme, c'est une histoire de cycle, Mmh. d'indiquer que cette menace-là, que nous ne serons plus jamais confrontés à cette menace. Donc elle a diminué, elle reste néanmoins un sujet de suivi permanent de la part des services extérieurs. alors précisément, il y a une semaine, le procureur national antiterroriste indiquait ici même que la menace endogène était la principale menace en France. On parle de ces gens qui se radicalisent sur le territoire français. Effectivement, on a découvert ce week-end ces trois jeunes Françaises arrêtées il y a un mois, suspectées de vouloir préparer un attentat terroriste. C'est ça qui préoccupe les services le plus aujourd'hui, c'est l'organisation d'un attentat ici en France et pas à l'étranger. Oui, en effet, cette menace dite, endogène est celle Mmh. qui, depuis maintenant quelques années, est la menace la plus prégnante, la plus préoccupante, à la faveur, encore une fois, je l'ai, indiqué, du travail réalisé à l'étranger contre les groupes terroristes, avec en fait 2 profils, envisageables. D'abord des profils d'individus, radicalisés qui Mmh. prolongent dans ce radicalisme religieux un engagement religieux avec la thématique derrière, vous le savez, du suivi de nos sortants de prison, des personnes condamnées par exemple. Et puis un phénomène, plus récent sur lequel le procureur antiterroriste a donné, beaucoup de détails de rajeunissement Ouais. avec, vous le savez, Mmh. je crois plus de 15 chaque année mises en examen de mineurs, en France aujourd'hui. Des profils qui restent encore aujourd'hui extrêmement sensibles, extrêmement permissifs à la propagande terroriste qui malheureusement reste encore aujourd'hui, accessible Mmh. à ce type de profil. Nicolas Lerner, parlons effectivement de ces menaces qui viennent de l'étranger, puisque votre mission à la DGSE est de les analyser, de les contrer. Hier, dans les colonnes de la Tribune Dimanche, la ministre de la Défense, Catherine Vautrin, disait la chose suivante: il y a incontestablement une reconstitution des capacités de l'État islamique en Syrie. Là encore, 10 ans après le 13 novembre, alors que le nouveau régime en Syrie, Pierre Aski en parlait il y a quelques instants, combat l'État islamique. Est-ce que Daesh, l'État islamique au Levant, on parlera dans un instant de l'État islamique au Khorasan, notamment en Afghanistan, est-ce que cet État islamique en Syrie est encore une menace pour la France?
L'État islamique en Syrie a subi une série de revers très significatifs après l'intervention notamment de la coalition dans les années 2015 et suivants. Donc ses capacités ont été réduites. Ce à quoi on assiste en effet depuis le renversement salué par la France de Bachar el-Assad et l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, c'est une forme de résurgence liée en fait à un facteur très simple qui est une plus grande liberté de manœuvre, liberté de circulation des cellules terroristes liés à l'État islamique en Syrie. Une fois que j'ai dit ça, ce que nous notons, et Pierre Asselie l'a dit à l'instant, je crois que personne n'a intérêt à une Syrie qui serait désorganisée, qui redeviendrait une terre de chaos. Nous avons de nouvelles autorités qui sont aujourd'hui déterminées, et nous allons suivre en effet les annonces du président syrien à Washington, à lutter contre cette menace terroriste, appuyée, je le dis, appuyée par des partenaires occidentaux, américains, européens, et la France et les services de renseignement français prennent toute leur part à l'appui des nouvelles autorités pour lutter contre cette menace et lutter contre cette résurgence. Mmh. Ça veut dire, Nicolas Lerner, que sur le terrain, les espions que vous dirigez à la DGSE, quelle action est-ce que vous portez pour s'assurer précisément que l'État islamique en Syrie ne se revivifie pas? C'est une de vos priorités sur le terrain précisément au Levant? Ça veut dire très concrètement, vous le savez, que nos armées sont mobilisées en Syrie. Elles Mmh. ont ces derniers mois produit et conduit un certain nombre d'actions. Ça veut dire aussi que la DGSE interagit en soutien, fourniture de renseignements, fourniture de matériel, de Mmh. ses partenaires syriens avec lesquels nous avons en effet réengagé fortement depuis maintenant plusieurs mois. Alors, autre zone géographique plus à l'est, Nicolas Lerner, il y a l'État islamique au Levant, l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire une partie de l'Asie centrale, Afghanistan. Votre homologue de la DGSI disait en début d'année que c'était cette organisation, elle la mettait en tête de ses priorités. Est-ce que c'est une menace particulière et pourquoi? Alors en effet, le suivi de l'État islamique au Khorasan, Afghanistan, Pakistan, a été l'axe d'action principal des services et du service extérieur que je dirige au cours de ces 2 dernières années. Et l'essentiel des projets qui impliquaient des liens entre des sympathisants de l'État islamique en Europe et une organisation extérieure impliquait l'État islamique au Khorasan. Et vous savez, au travers notamment de logiques communautaires, Mmh. ressortissants centra-asiatiques, caucasiens, tchétchènes, Tchétchène, ouais. dont on sait que beaucoup de ces communautés sont présentes en France, mais aussi en Europe. Donc ça, en effet, était le groupe qui était le plus menaçant à l'égard de nos intérêts, et certains attentats en France, ou des projets d'attentats en France, ou d'attentats en Europe, ou d'attentats, vous avez notamment, on a tous en tête l'attaque pour le coup complexe qui s'apparente à celle du 13 novembre au Crocus À Hall Moscou, en ouais. Moscou, Ouais. impliquait cette organisation terroriste. Le point aujourd'hui que je veux faire, c'est grâce à l'action des pays dans lesquels les têtes de ces réseaux sont implantées. Je pense au Pakistan, je pense aussi à l'Afghanistan. Grâce au soutien là aussi des pays occidentaux et de la France et de la DGSE, nous estimons aujourd'hui qu'en cette fin d'année 2025, la menace liée à l'ISKP n'est pas aussi élevée qu'elle a pu être il y a quelques mois, grâce à l'action, encore une fois, de démantèlement des cellules. Ces derniers mois, 12 responsables, cadres de l'ISKP, ont été arrêtés par les polices et les services de ces Juste pays-là. pour être clair, l'ISKP, c'est l'État islamique au Khorasan. L'État islamique au Oui, c'est ça. Khorasan, pardon, j'utilise Ouais. le sigle. Donc une menace qui reste en effet préoccupante, mais qui, grâce à l'action là aussi combinée des services locaux et des services occidentaux, est plutôt en diminution. Est-ce qu'il serait capable, là encore pour tenter de mettre en perspective la façon dont le risque terroriste a évolué en 10 ans, est-ce que cette organisation a la capacité opérationnelle en termes de personnes présentes sur le territoire français d'organiser un attentat terroriste de grande ampleur? L'évaluation première du risque n'est pas tellement de projeter, comme l'État islamique l'avait fait en 2015, des opérationnels aguerris, Mmh. entraînés vers l'Europe, mais plutôt d'activer Mmh. une menace, d'activer des sympathisants, Ce que soit Laurent Nunez appelle les cellules dormantes, c'est ça? des Ouais, cellules dormantes ou ouais. même au-delà de cellules, d'individus qui peuvent être des sympathisants de la cause et qui, je le disais tout à l'heure, sous couvert de liens communautaires, de liens Ouais. linguistiques, vont être activés, invités à passer à l'acte. C'est ça la principale menace qu'a posée l'État islamique au Khorasan, qu'elle continue de peser, malgré, encore une fois, des succès importants enregistrés ces derniers mois. Alors sur la carte du djihadisme mondial, il y a un endroit qui clignote en ce moment, c'est le Mali, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le JNIM, qui est le groupe Al-Qaïda au Sahel, arrêtez-moi si je me trompe, le JNIM C'est ça. encercle en ce moment la capitale malienne, Bamako. On demande aux Français de rentrer. Est-ce que c'est une situation hors de contrôle?
D'abord, l'Afrique aujourd'hui, lorsqu'on le regarde, et singulièrement le Sahel, mais on se focalise nous sur le Sahel parce que c'est là que nous avons nos intérêts, y compris historiques. Mais si l'on regarde aussi l'Afrique centrale, la Corne de l'Afrique Mmh. est aujourd'hui devenue l'épicentre du djihadisme, à la fois en termes d'action, il n'y a pas une journée sans Mmh. qu'un attentat terroriste ne soit pas commis, de victimes, et je pense à ces milliers, dizaines de milliers de victimes civiles de ces pays-là, mais je pense aussi au fait que un nombre très important de cadres des organisations terroristes qui avant provenaient Mmh. de pays arabes, aujourd'hui sont des cadres africains. Donc l'Afrique est aujourd'hui l'épicentre du terrorisme et menace directement nos intérêts, les intérêts français dans la région. Mais nous avons aussi en mémoire le fait que laisser s'installer des groupes terroristes, laisser se constituer les sanctuaires, a toujours donné dans l'histoire récente de nos pays ensuite des projets d'attentats projetés. Donc nous devons forcément Mmh. être très attentifs. Et la situation en effet est celle d'une dégradation, une dégradation lente mais continue depuis le départ des troupes françaises à compter de l'année 2020. Personne ne s'en réjouit. Et une dégradation en effet plus rapide au Mmh. Mali depuis cet été. Et cette volonté du JNIM d'encercler Bamako avec un objectif Ouais. politique qui est de faire tomber Mmh. Mais Bamako. avec juste, là encore pour être concret, la possibilité que le Mali devienne un État en partie contrôlé par des terroristes, comme c'était le cas en 2013 avec ce risque qui avait d'ailleurs conduit François Hollande à l'époque à intervenir. Les renseignements que nous avons montrent que le JNIM n'est pas nécessairement ni en capacité ni à la volonté elle-même, cette organisation, de contrôler le pays, de Mmh. contrôler le Mali, consciente aussi de ses limites. En revanche, Ouais. tout laisse à penser que le JNIM souhaite la chute de la junte et souhaite Mmh. l'installation d'un pouvoir qui soit en effet favorable à l'installation d'un califat Mmh. sur toute ou partie du Et territoire qui malien. pourrait s'étendre aussi au-delà des frontières du Mali. Évidemment, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une forme de permissivité dans les Ouais. circulations entre Burkina Faso, Niger et Mali. Mmh. Donc beaucoup, beaucoup de... Et puis par ailleurs, vous le savez, depuis le départ de la France, un modèle de sécurité Mmh. alternatif, notamment assuré par les Russes, qui est aujourd'hui très largement en échec. Alors précisément, on y vient avec un auditeur au standard, c'est Aurélien. Bonjour, bienvenue Aurélien. Vous avez une Oui, question à poser au bonjour. patron de la DGSE, allez-y. Bonjour. Tout à fait. Alors, je voulais savoir, selon les informations dont dispose la DGSE pour l'instant, est-ce que on peut craindre une confrontation armée avec la Russie dans les années à venir? Voilà, merci beaucoup Aurélien. Merci. Et je précise, pour appuyer votre question Aurélien, ce qu'a dit le nouveau chef d'état-major des armées Fabien Mandon, qui a dit qu'il fallait, je cite, se préparer à un choc d'ici 3 ou 4 ans avec la Russie. Est-ce que ça corrobore les informations dont vous disposez? Il faut être extrêmement précis. D'abord, aujourd'hui, la France n'est pas en guerre contre la Russie, la France n'est pas en guerre contre les autorités russes, n'est pas en guerre contre le peuple russe. La France a fait le choix, comme l'ensemble des pays européens, de soutenir une nation indépendante, l'Ukraine, Mm. attaquée en violation de toutes les règles internationales par la Russie. Et ce choix-là de soutenir l'Ukraine nous a conduit en effet dans une période de confrontation, pour reprendre les termes du président de la République et de la ministre des Armées, avec la Russie. Nous Mm. sommes aujourd'hui en confrontation, c'est déjà une réalité sur un certain nombre de champs infra-militaires. Je pense évidemment à la question de la menace cyber, je Mm. pense aux enjeux informationnels, je pense aussi à la conduite par la Russie sur notre propre territoire d'opérations de déstabilisation Mmh. en France ou en Europe. Donc nous sommes aujourd'hui dans une phase de confrontation. S'agissant de la suite, d'abord, je suis chef d'un service de renseignement, je le dis aujourd'hui, ni la DGSE, ni aucun de ses partenaires européens n'est en capacité de dire qu'en 2029, qu'en 2030, la Russie de Vladimir Poutine attaquera telle ou telle partie de l'OTAN. Personne aujourd'hui n'est en capacité de dire cela. Ce qu'a dit le chef d'état-major des armées, ce qu'a dit la ministre des armées hier, c'est que notre responsabilité est de nous y préparer. Lorsque nous regardons, nous analysons la rhétorique politique, Mm. diplomatique de Vladimir Poutine, de ceux qui l'entourent, selon lequel la Russie serait peu à peu menacée par l'essor des démocraties à ses frontières, selon lequel la grandeur de la Russie passe nécessairement par un contexte d'extension territoriale, notre responsabilité est de nous y préparer. Donc ce choc, il n'est pas inéluctable, cette guerre, elle n'est pas inéluctable. Notre Mmh. responsabilité, néanmoins, c'est de nous y préparer. C'est un scénario donc qui est potentiellement crédible et c'est ce que vous disent vos sources en Russie, parce qu'on imagine que vous avez des sources en Russie, même si ça ne doit pas être évident pour vos services de travailler dans ce pays. Nous essayons évidemment de travailler sur la Russie comme n'importe quel pays ou potentiel porteur de menaces. Et en effet, ce qui nous remonte, c'est que le scénario d'une confrontation avec l'OTAN, avec l'Occident, est un scénario
crédible auquel il nous faut nous préparer. Scénario crédible, parce que vous citez les services de renseignement des pays européens, notamment les services de renseignement allemands. Je cite de mémoire, je crois que c'était un monsieur qui s'appelait Bruno Kahl, qui disait oui, on se prépare très concrètement à la perspective d'un scénario direct de confrontation, de guerre entre des pays européens, des pays de l'OTAN et la Russie. Vous dites c'est pas inéluctable, mais c'est un scénario sur lequel vous travaillez. Absolument. Vous savez, être patron d'un service de renseignement, c'est d'abord recueillir Mmh. du renseignement. Qu'est-ce qui est aujourd'hui décidé, ce sur quoi travaille la Russie. Et puis, en effet, c'est aider nos autorités à anticiper, à se préparer à un choc, à une évolution géopolitique. Et aujourd'hui, nous nous y préparons. Dans le champ militaire, la ministre a Mais rappelé se hier... préparer, juste, ça veut dire une guerre, c'est-à-dire au fond un scénario où par exemple la Russie attaquerait d'une manière ou d'une autre un pays de l'OTAN, et ce qui aboutirait à un conflit entre les pays de l'OTAN et la Russie. Se préparer, et vous comprendrez en effet que je ne rentre pas dans le détail Ouais. de tous ces scénarios, c'est en effet anticiper le moment où la Russie viendrait tester la solidarité otanienne. C'est Mais ça. ce que vous nous dites, c'est que de toute façon, la Russie, elle est déjà à l'offensive contre les pays européens, contre les démocraties. Comment est-ce que vous qualifiez la menace russe en ce moment entre les attaques cyber, les ingérences, les drones? Comment est-ce que vous qualifiez cette attitude de la Russie? La ligne principale de la Russie aujourd'hui, c'est de nous dissuader, de soutenir l'Ukraine, de faire douter les populations quant aux risques associés à un soutien à l'Ukraine. Et deuxièmement, c'est de nous diviser, de diviser à la fois l'unité occidentale, dont je rappelle quand même combien aurait parié que 3 ans et demi, bientôt 4 ans après le début de la guerre en Ukraine, l'Europe resterait unie comme elle l'est, mais Ouais. de nous diviser aussi à l'intérieur de Mm. nos sociétés. Nicolas Lerner, on va parler dans un instant des otages, ceux qui sont sans liberté conditionnelle en Iran et ceux qui sont détenus en Algérie. Juste avant, sur la question des ingérences russes. On a vu ce soupçon, plus que soupçon, quasiment avéré, d'ingérence russe dans des processus électoraux, notamment en Europe de l'Est. La France va vivre une séquence électorale qui va commencer avec les municipales dans quelques mois, avec l'élection présidentielle en 2027. Est-ce que là encore, vous avez des informations selon lesquelles la Russie se prépare à tenter de perturber la vie démocratique française? D'abord, le fait que la Russie perturbe la vie démocratique française est déjà C'est déjà le cas. une réalité. Et il ne se passe pas une semaine, 15 jours, sans que Viginum, qui est l'organe en charge de veiller à ces ingérences étrangères, ne mette en évidence une manœuvre complexe, élaborée, technique, utilisation de faux comptes, visant précisément à peser, à influer sur le débat démocratique français. Donc c'est déjà le cas. Ce que nous avons constaté, en effet, vous faisiez référence à 2 élections récentes, 2 séries d'élections, en Roumanie et en Moldavie, c'est la capacité de ce pays, de ses services, de ses entités, à mettre sur pied des opérations beaucoup plus complexes, différentes dimensions, physiques, cyber, achat de voix. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ou 4 mois d'une échéance électorale importante, certes locale, mais très importante, qui sont les municipales. Nous n'avons pas encore constaté ce type d'emprise, mais en effet, les services autour de Viginum, qui est l'instance, Ouais. se préparent à ce scénario. Nicolas Lerner, on a 2 Français, Cécile Collère et Jacques Paris, qui étaient retenus depuis plus de 3 ans en Iran, qui ont été libérés il y a quelques jours, qui sont en liberté conditionnelle à l'ambassade de France à Téhéran. Vous avez forcément œuvré à leur libération. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de leur sort? Est-ce qu'ils sont tirés d'affaire? D'abord, beaucoup de soulagement, et vous me permettrez de Mm. partager ce que notre ambassadeur a dit sur votre antenne il y a quelques jours. C'est beaucoup, beaucoup de soulagement après 3 ans de voir Jacques et Cécile enfin respirer et enfin évoluer dans un cadre, en effet, qui est celui de l'ambassade, qui est différent de la prison des Vides à Téhéran. Donc beaucoup de soulagement. Néanmoins, nous sommes encore au milieu du guet. Vous l'avez rappelé, ils sont aujourd'hui assignés à résidence. Ils n'ont pas le droit de quitter le territoire iranien. Nous continuons le dialogue avec les autorités iraniennes. Un dialogue qui n'a d'ailleurs jamais cessé ces derniers mois, même au plus fort de la guerre des 12 jours, comme on l'appelle, où beaucoup de pays occidentaux avaient décidé de quitter Téhéran. La France est restée. Et en effet, depuis maintenant plusieurs mois, la question du sort de Cécile et Jack donne lieu à des discussions extrêmement nombreuses avec des autorités iraniennes, avec lesquelles les désaccords sont évidemment très profonds sur beaucoup de sujets, Ouais. avec lesquels le dialogue n'a jamais cessé. Vous comprendrez que tant que Jacques et Cécile ne sont pas rentrés en France, le travail ne soit pas achevé. Vous comprendrez aussi que ce travail, pour être efficace, doit se poursuivre dans la plus grande discrétion. Mais la DGSE, effectivement, a été l'un des principaux protagonistes pour œuvrer à leur libération conditionnelle. Sur le sort de l'Algérie, 2 détenus, 2 otages d'État, Boualem Sansal, l'écrivain, et le journaliste Christophe Glaise. Là encore, c'est un des dossiers sur lesquels vous travaillez au quotidien. Compte tenu de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie, est-ce qu'on peut quand même, Nicolas Lerner, espérer avoir des bonnes nouvelles les concernant à relativement court terme? Il faut évidemment l'espérer, et vous le savez là aussi que
tout est mis en œuvre par différents canaux pour aboutir à la libération de nos deux compatriotes. La France et l'Algérie ont vécu ces derniers mois une crise extrêmement grave, peut-être la crise la plus grave depuis l'indépendance de l'Algérie. Les canaux, là aussi, n'ont jamais été coupés et le service et la DGSE a pris tout son poids pour maintenir un canal qui était dans l'intérêt de la France, à la fois au plan politique et diplomatique, mais aussi au plan sécuritaire. On parle de lutte antiterroriste. C'est-à-dire que tout même à sur l'heure. sur la lutte antiterroriste, malgré la dégradation des relations entre la France et l'Algérie, les services continuent de travailler. Nous sommes aujourd'hui, nous avons atteint un point extrêmement bas de coopération opérationnelle en matière antiterroriste. Néanmoins, j'ose croire que grâce aux canaux que nous avons préservés, si les services algériens étaient en capacité de détecter une menace sur le territoire national, en effet, qu'ils l'auraient signalé. Donc aujourd'hui, nous avons des signaux qui viennent de la partie algérienne sur une volonté de reprise du dialogue. La France y est prête, la France y a toujours été prête, elle est prête à ses conditions et elle est prête en effet en rappelant ce que sont ses exigences et notamment la libération de nos deux compatriotes. C'est important ce que vous nous dites ce matin. Vous dites des signaux qui viennent du pouvoir algérien qui laissent à penser qu'il pourrait y avoir une ouverture. Ces signaux, ils viennent quoi? Du fait que le discours politique a changé vis-à-vis d'Alger? Oui, un certain nombre de signaux, à la fois publics et puis non publics, nous sont parvenus. Et la France, encore une fois, le président a toujours été clair, est prête à ce dialogue, sans sacrifier aucune de ses exigences. Mais je crois que c'est l'intérêt d'aucun des deux pays de rester dans cette situation de blocage. Donc une forme d'optimisme quant total. à Boualem Sansal et Christophe Glaise à relativement court terme pour espérer leur libération. En tout cas, nous y travaillons tous ardemment. Nicolas Lerner, il nous reste quelques minutes pour parler de votre métier. Agent secret, enfin en tout cas, vous dirigez les espions, les agents secrets français. C'est évidemment fascinant, il y a eu un tas de séries, enfin surtout le Bureau des légendes, qui nous a beaucoup plu à tous, qui est une excellente série. On pense au film Les Patriotes. Est-ce que ce qu'on voit dans ces séries, dans ces réalisations, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça ressemble à ça, la vie d'espion? Oui, ce sont deux très bons programmes audiovisuels ou cinématographiques que vous avez cités. À chaque fois que j'interviens, je fais un peu de publicité aussi pour certaines. Et donc là, je citerai aussi une série américaine qui s'appelle The Americans, Ah oui, sur la vie oui. d'un couple d'espions infiltrés. Ça aussi, c'est Et réaliste. c'est extrêmement réaliste et très bien fait et très haletant. Moi, ce que je dis souvent de ces séries, c'est que ça dit beaucoup sur le métier, qu'évidemment, le fait qu'un agent soit en charge de la totalité de ses missions et parfois nécessairement scénarisé, mais en réalité, ces séries disent en effet assez bien ce que sont la vie d'une partie importante des agents de la DGSE aujourd'hui. On a une question au standard. C'est Vanessa. Bonjour. Oui, bonjour Vanessa. Je vous remercie de prendre ma question. Ma fille de 13 ans souhaite devenir espionne et je me demandais quel est le cursus vers lequel s'engager pour devenir espionne ou espion en France et travailler à la DGSE. Ah, très bien. Déjà Alors, 13 ans, hein, elle veut devenir espionne. comment on fait pour devenir espion? Bon, d'abord, il faudra qu'elle patiente un petit peu, mais en effet, lorsqu'elle sera majeure. En réalité, la réponse que je vais vous faire, je ne sais pas si elle vous satisfera, il n'y a pas de voie royale pour devenir espion. On a à la DGSE un peu moins d'un quart de nos agents qui sont des militaires, donc on choisit la voie de service militaire et qui rejoignent ensuite la DGSE. Nous avons un certain nombre de nos collègues qui ont choisi de passer un concours spécifique ou des concours spécifiques et qui deviennent fonctionnaires à la DGSE. Nous avons une direction technique qui compte plusieurs milliers de personnes, qui compte en leur sein des contractuels, des ingénieurs, des techniciens. Nous avons des analystes, nous avons des linguistes. Donc en réalité, si elle veut devenir et travailler à la DGSE, il faut qu'elle suive sa passion, il faut qu'elle développe ses qualités premières, et ensuite je n'ai aucun doute que le service saura les reconnaître. Juste sur les qualités requises, évidemment la discrétion, ça va de soi. C'est quoi un bon espion? Alors j'utilise souvent ces qualificatifs. Il faut être malin, Ouais, c'est mieux. il faut être curieux, curieux du monde évidemment, de l'état du monde, curieux de l'âme humaine. Et puis il faut avoir les pieds sur terre parce que nous évoluons pour devenir un peu sérieux dans un monde où le climat de tension à l'égard de nos intérêts, à l'égard de nos services est extrêmement élevé. Et je veux avoir une pensée pour l'agent de la DGSE qui est actuellement détenu depuis 3 mois, nous en parlons tout à l'heure, au Mali. Donc être aujourd'hui un espion, travailler à la DGSE, c'est exposé. Donc il faut avoir les pieds sur terre, il faut être calme, serein.
est bien dans ses baskets. Parmi ceux qui visiblement adorent les espions, Nicolas Lerner, il y a le président de la République. On a appris dans un livre repris par un certain nombre d'informations de presse qu'Emmanuel Macron est particulièrement amateur d'échanges avec vous-même concernant le monde des espions. Vous le briefez régulièrement, Emmanuel Macron, sur le sort des agents de la DGSE un peu partout dans le monde? Oui, bien sûr, il y a des échanges très réguliers. La DGSE écrit, diffuse un certain nombre de notes quotidiennement. Mais vous savez, pour le président de la République, qui est évidemment en contact avec beaucoup de ses homologues, qui est très connecté au monde, Mm. le fait d'avoir un service de renseignement qui est capable de tenter de lui décrypter le dessous des cartes, de lui dire exactement ce que tel ou tel de ses interlocuteurs pense réellement, est évidemment de très grande valeur. Je voudrais revenir avec vous sur vos métiers qui sont divers et variés, mais ce sont des métiers un peu parfois austères, parfois dangereux pour autant. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats? Vous recevez beaucoup de candidatures? Alors le chiffre est assez hallucinant. Nous avons chaque semaine entre 700 et 800 candidatures spontanées, des semaines où le directeur général n'intervient pas médiatiquement. Donc j'anticipais, mes équipes Ah oui, anticipaient donc avec là, un petit peu d'inquiétude après Ouais. cette Est-ce qu'il y a matinale. des postes à pourvoir alors? Oui, il y a, alors d'abord nous avons un site internet, nous sommes sur LinkedIn, Mmh. là aussi, et Ah. donc vous retrouverez une bonne partie, pas tous nos postes évidemment, Mmh. Mais sur LinkedIn. Donc Donc il y a un c'est- formulaire à remplir avec des. alors, vous verrez qu'on ne se fonctionne pas forcément toujours comme ça et aussi simplement, mais ce que je trouve très intéressant, 7 à 800 candidatures par an, ça en dit long Oui. aussi sur le niveau de patriotisme, de volonté d'engagement de beaucoup de Français, C'est notamment nouveau des ça? plus jeunes. Je crois que le contexte international que j'ai décrit, la montée des tensions, la volonté aussi d'être utile à son pays, explique pour une grande partie Ouais. ce phénomène. Nicolas Lerner, une dernière question là encore concrète que se posent peut-être certains de nos auditeurs. Vous êtes sans doute le mieux placé dans ce pays pour répondre. Est-ce qu'il faut se méfier de notre téléphone? Est-ce qu'il y a des plateformes de messagerie à éviter quand on veut rester discret? Oui, d'abord, il faut se méfier de son téléphone parce que ça peut être un outil, j'ose le terme, d'avilissement, mais ça, c'est Oui. chacun qui en est juge. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, un téléphone, c'est un espion, c'est un mouchard que vous avez dans votre poche. Il n'y a pas d'application qui vous garantisse une confidentialité à 100% de vos échanges. Donc, il faut considérer, c'est ce que nous faisons au service, qu'un téléphone, ce que vous échangez dans votre téléphone, les conversations que vous avez, les messages que vous avez, peuvent être interceptés. Donc même les applications chiffrées, cryptées, Telegram, Signal. Vous savez, ces applications chiffrent les messages. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de logiciels, de solutions, soit commerciales, soit étatiques, qui permettent de capter ce que vous écrivez sur votre téléphone avant que ce soit chiffré. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une solution qui vous prémunisse à 100% du risque d'être intercepté et écouté. Mais vous faites comment, vous, par exemple? Nous avons évidemment un certain nombre de solutions maison qui nous permettent de réduire le risque. Et puis, je vous mentirais en vous disant que je n'utilise pas un certain nombre de ces applications. Mais J'ai vous toujours- dites des choses. J'ai toujours conscience que Ouais. ce que je peux dire peut être intercepté. Merci, Merci Nicolas beaucoup. Lerner. Merci. C'est rassurant, nous dit Elisabeth, de vous entendre parler. Je vous remercie, nous dit cette auditrice, alors que la perspective de guerre est angoissante. Merci, Nicolas Lerner, Merci le à vous de votre patron accueil. de la DGSE, d'être venu nous voir ce matin. La revue de presse à suivre.